Allez, boum, c'est parti. En 3, on peut voir comment se passe une réunion en sociocratie de manière générale, même si je pense que vous avez déjà quelques notions sur le sujet. En 4, on va aborder la notion du projet commun, ce qu'on appelle aussi le nous, en intelligence collective. Et en 5, rapidement, on se terminera sur l'élément clé finalement de la sociocratie, c'est-à-dire le processus de prise de décision. Voilà pour le plan. Slide 5 pour commencer. Donc la première chose en sociocratie quand on commence une réunion, c'est ce qu'on appelle le tour d'ouverture ou le tour météo selon les formateurs. C'est la même chose, donc il ne faudra pas vous étonner sur le vocabulaire. L'utilité de ce moment, je pense que vous commencez à le comprendre, mais bon, je l'ai quand même remis dans l'information, histoire de ne pas omettre quoi que ce soit. Mais principalement, c'est faire la césure entre ce que vous allez participer avant la réunion et la réunion proprement dit. Donc ça permet de couper, se remettre dans le moment présent. Ça, c'est important. En tout cas, cette formation que j'ai suivie, on a bien insisté là-dessus. Donc, comment vous vous sentez, c'est important. Et ça permet aussi d'apprendre aux participants à être en lien avec leurs émotions. L'expression de leur émotion peut constituer un bras de levier puissant dans le processus dynamique du groupe. Il permet aussi à chaque participant d'être informé sur l'état d'humeur des autres participants afin de tenir en compte et de comprendre les raisons du pourquoi de telle ou telle attitude d'un des participants. Évidemment, si quelqu'un a perdu un être proche, on peut comprendre son état émotionnel. Comme s'il avait gagné à la loterie, on peut aussi comprendre son état émotionnel. Donc ça permet aussi de soigner et nourrir le climat de confiance, ingrédient indispensable dans la construction d'un esprit d'équipe, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître, qu'on en apprend un petit peu sur la vie des autres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne laisse jamais son cadre privé de côté quand on vient en réunion. On est toujours, on n'est pas des robots, on fonctionne pas de manière binaire, donc quand on vient en réunion, on vient aussi avec sa vie. Et la partager, ça permet au collectif de mieux se souder, de mieux se comprendre. Donc voilà, autant l'utiliser pour mettre au service du collectif plutôt que d'en faire un acte de déni qui finalement relève de la mission impossible. Parce que quand on a perdu quelqu'un, on a beau essayer de le nier, ça passe pas. Voilà, donc il existe plein de manières de faire des tours d'ouverture, à nous trouver celui qui nous convient. Voilà en tout cas ce qui est proposé de base dans la philosophie, en sociocratie. On peut passer au slide numéro 6. Donc là, pareil, un peu dans le même esprit qu'hier, c'est un peu la redondance avec ce qu'il y a hier, sauf que là, je mets point par point, l'histoire de pouvoir faire encore une fois une espèce d'anti-sèche. Et donc, grosso modo, c'est se présenter rapidement, pour ceux qui ne se connaissent pas. Des fois, ça peut arriver, une nouvelle personne qui arrive dans le groupe, exprimer ses ressentis, donc ça, c'est ce que je viens d'exprimer. Et éventuellement aussi ses attentes pour une réunion. Alors on a vu hier que normalement une réunion se préparait, notamment avec le secrétaire et l'animateur, et aussi normalement le collectif en fin de réunion, on sait plus ou moins vers quoi on s'oriente à la réunion d'après, et donc c'est à l'animateur, au secrétaire de le préparer. Mais parfois, c'est pas préparé, donc on profite de ce tour d'ouverture pour demander les attentes de chacun, l'histoire de éventuellement improviser un ordre du jour. Ça peut être aussi le moment d'exprimer une attente qui n'était pas prévue dans l'ordre du jour, un imprévu, une mise à jour, une information importante qu'on veut partager, une tension, ça peut aussi arriver. Donc voilà, c'est souvent le moment qu'on utilise en sociocratie pour exprimer un début d'ordre du jour. Donc voilà les 3 points qu'il faut avoir en tête en tant que facilitateur. Là on est sur Mumble, serveur vocal, on utilise le point d'exclamation pour prendre la parole, le Q pour la question. Quand on est en live, il peut y avoir des signes visuels, lever la main d'une certaine manière, etc. C'est un code qui nous permet d'éviter de se couper la parole les uns entre les autres. Ça, c'est aussi un point essentiel en sociocratie, sur lequel a beaucoup insisté mon formateur. On ne coupe pas la parole, ça ne se fait vraiment pas. Alors ça, on nous l'apprend quand on est tout petit, mais en sociocratie, on nous le rappelle fortement, parce que c'est des habitudes qu'on a perdues quand on devient des grands. Et c'est notamment orienté pour les personnes timides, pour les personnes aussi qui ont besoin d'un espace pour s'exprimer, pour laisser venir leurs idées, et qui, quand elles sont coupées, perdent le fil de leur pensée, et au final, elles ont du mal à le retrouver. Donc, encore une fois, ça ne permet pas une bonne fluidité de l'intelligence collective, donc ça c'est important. On ne coupe pas la parole, donc il y a des règles du jeu à mettre en évidence. Alors certains préconisent
des règles du type la communication non violente. Il y en a d'autres. L'essentiel, c'est de définir ces règles ensemble et de les appliquer. Donc encore une fois, il n'y a pas de règle type définie en sociocratie. Il préconise juste d'en avoir. À nous de trouver encore une fois celles qui nous conviennent. Moi, je suis pour déjà les petits signes pour on va dire tout de suite voir, surtout sur Mumble, que quelqu'un a une interrogation, quelque chose comme ça, histoire de clarifier tout de suite, ou qu'il y a une incompréhension qui est en train de s'installer dans la personne qui parle parce que quiproquo ou quoi que ce soit, et des fois vaut mieux parfois couper quand la personne parle de quelque chose qui n'est pas forcément basé sur une vérité. Alors, vaut mieux éviter en général, mais ça c'est toujours au facilitateur de donner la parole, à lui de trouver le bon moment quand la personne s'exprime, où il sent qu'elle a fini une pensée, et lui dire il y a un tel qui avait une question, ou un tel voulait réagir tout de suite sur ce que tu viens de dire. La personne a fait juste un signe et c'est le facilitateur qui donne la parole toujours, donc c'est à lui de veiller à ce que la personne aille au bout d'une certaine pensée, quitte à la couper. En tout cas, ça sera sa responsabilité. Mais pour pas qu'il y ait trop d'anarchie, et puis surtout qu'on n'en veuille pas entre guillemets à qui que ce soit, au moins le facilitateur, tout le monde sait qu'il a cette possibilité de pouvoir couper la parole entre guillemets, même s'il va essayer de moins le faire possible, mais en tout cas il sera pas mis en porte-à-faux, parce que ça, c'est quelque chose qui aurait été encore une fois consenti dans les règles du groupe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi sur ces règles? Principalement que c'est un mode de communication, comme un jeu de société. À partir du moment où on l'a compris, ça met un peu de temps, mais dès qu'on l'a compris, on l'applique et ça roule tout seul de manière générale, puisque de toute façon, on l'a consenti entre tous. Mais par contre, c'est vraiment important de les mettre noir sur blanc. Nous, on a fait vraiment le minimum ici en mettant les règles de prise de parole. Des choses comme la communication non violente peuvent être des choses vraiment qui peuvent aussi optimiser la bonne intelligence collective, c'est-à-dire ne pas insulter, ne pas juger, ne pas parler de quelqu'un qui n'est pas là, ne pas directement viser quelqu'un, toujours parler pour soi, etc. Des petites règles comme ça qui font que, en général, ça améliore les choses. On peut passer au slide suivant. Donc là, j'ai mis quelques exemples de règles qui pourraient être instaurées, en tout cas qu'on retrouve assez souvent en sociocratie et qui sont préconisées. Après on n'est pas obligé de les suivre, c'est juste un exemple. Donc c'est ce que je disais, parler au jeu, éviter le tu. Alors, tu as fait ci, tu as fait ça, hier t'étais pas bien, nanana. On n'est pas là pour remettre les choses sur le... On est dans un collectif. Les choses, c'est au centre de la table, c'est pour le collectif. On n'est pas là pour viser une personne. Donc, s'il y a une problématique, essayez de la reformuler avec un jeu. Sans viser quelqu'un forcément. On vise un problème, mais pas une personne. Donc pareil, éviter toute comparaison entre personnes. Mais un tel fait mieux ceci que machin. Non, ça sert à rien. Parce que même si c'est pas voulu, ça peut être interprété de manière négative. Et quelqu'un qui est susceptible, encore une fois, il se met en retrait par rapport au collectif. Et donc vraiment individualiser les problèmes, c'est pas du tout une solution. Et d'où le fait qu'aussi que seul l'animateur donne la parole. Ça aussi, ça évite certains problèmes. Et puis comme je l'ai dit encore une fois, à tout moment, donc les règles peuvent être modifiées, améliorées, bonifiées, il suffit que tout le monde y consente tout simplement. Quand on démarre une réunion, surtout s'il y a des nouveaux, rappeler les règles. C'est surtout ça qui était important. Aussi, en tant que facilitateur, prendre en compte que tout le monde a bien la même information. Moi je connais la personne qui a porté de l'holacratie en France, donc notre méthodologie. Pareil, lui il utilise de l'holacratie en famille. Ils définissent les règles avec les enfants ensemble, les enfants consentent aux règles ensemble, etc. Et apparemment, en tout cas, il trouve que du bonheur. Donc, ça peut se faire à tout niveau. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire le document qui fait référence en partie sur cette formation, vous allez voir justement que lui le transpose à énormément de choses, des choses dont on n'a pas forcément d'ailleurs idée au premier abord que ça peut être utilisé, mais notamment d'ailleurs dans la formation. Il disait qu'un formateur peut s'inspirer de la sociocratie pour ses formations, pour faire participer les membres qui viennent se former, etc., pour utiliser l'intelligence collective du groupe dans la formation et ne pas être là en tant que maître formateur, mais vraiment pour que tout le monde puisse y arriver. Oui, donc là on vient de voir le tour météo, éventuellement un petit rappel des règles du jeu s'il y a besoin, et juste après, qu'est-ce qu'on fait? On traite l'ordre du jour.
Donc, slide numéro 9. Donc l'ordre du jour, c'est pas compliqué, hein. En général, il est fait par l'animateur et le secrétaire à l'avance. Donc quand on arrive, on n'a plus qu'à le valider rapidement. S'il n'est pas fait, comme je l'ai dit, le secrétaire est censé avoir pris des notes des attentes de chaque participant pour pouvoir éventuellement proposer un ordre du jour. Maintenant, le secrétaire le note, c'est son travail, entre guillemets. Maintenant, c'est pas obligatoirement le secrétaire qui va exposer l'ordre du jour, puisque le fruit du secrétariat, quand on est en réunion physique, ça peut être un tableau. Donc tous les participants peuvent voir les différentes attentes qui ont été exprimées. Quand on est sur Internet, via des réseaux vocaux comme celui-là, plus des pads, on peut aussi voir finalement ce que le secrétaire a exprimé, donc les attentes de chacun, et donc le facilitateur peut aussi très bien dire est-ce que quelqu'un a une proposition d'ordre du jour par rapport à ce qui a été exprimé, s'il n'y a pas eu d'ordre du jour d'établi. Et donc là, encore une fois, on laisse la première personne qui a finalement celle qui a l'énergie pour le faire s'exprimer. Et à partir de là, on a une proposition qui émerge. Donc c'est la création des propositions. Et après, on rentre tout simplement dans le processus de consentement et de proposition pour valider l'ordre du jour. Et le processus de consentement, on le verra juste après les tenues de réunion, c'est un point en tant que tel. Mais grosso modo, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, hop, la proposition émerge où elle est déjà existante, et hop, processus de consentement pour valider la proposition de l'ordre du jour. Sur la proposition en tant que telle, comment élaborer une proposition qui est plus liée à une problématique, on verra ça sur une autre formation. Là, je m'y attarde pas trop. Sur un ordre du jour notamment, puisque c'est en général assez simple à exprimer les attentes, les besoins, et donc les propositions sont généralement assez simples à exprimer, ou elles ont été faites en amont via le secrétaire et l'animateur, ou un groupe de travail d'ailleurs s'il y a des problématiques compliquées à mettre à formuler. On vient de présenter l'ordre du jour. Donc à la suite du tour d'ouverture, boum, on valide l'ordre du jour ensemble, selon le processus de consentement à une proposition. On verra après à la fin de cette formation. Et donc, une fois qu'on... on peut passer au slide 10. Grosso modo, pareil, dans le même esprit, j'ai fait la petite anti-sèche, donc c'est la même chose que la prose du slide 9, sauf que là, c'est peut-être des points un peu plus synthétiques. Donc, proposition de l'ordre du jour, on vérifie que c'est clair pour tout le monde. On fait un amendement éventuellement suite aux réactions, aux prises de parole qu'il peut y avoir, pour le bonifier. En gros, ça c'est le travail de l'intelligence collective. On vérifie qu'il n'y a pas d'objection. Et à partir de ce moment-là, on peut y aller. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi, et qui sont même très conseillées. Alors ça, c'est pas forcément issu de la sociocratie, mais plutôt de l'expérience qu'on a eu avec Rami, et aussi de ce qu'on pourra avoir en holacratie. C'est de préciser quels vont être les points d'ordre du jour. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un point pour prendre une décision? Est-ce que ça va être un point pour élaborer une proposition? Est-ce que ça va être un point pour faire un bilan sur l'exécutif? Est-ce que ça va être un point pour élaborer de nouvelles règles? Donc, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Est-ce que ça va être un point qui concerne la stratégie, etc. Donc ça permet tout simplement à chaque participant d'avoir l'information, encore une fois, dans l'idée de donner le plus d'informations possible pour que les gens puissent se situer sur ce qu'ils sont en train de faire, puisque forcément, quand on élabore une proposition, c'est pas les mêmes processus que quand on prend une décision, qui ne sont pas les mêmes processus que quand on élabore éventuellement de nouvelles règles de gouvernance, quand on parle de stratégie. Et donc ça permet à chacun, et notamment au facilitateur, au secrétaire, de se préparer à savoir comment ils vont pouvoir faciliter finalement chaque point d'ordre du jour. Donc voilà, c'est le petit point de complément. On peut passer au slide 11 qui finalement est l'expression des tensions. C'est-à-dire que quand on vient de valider un ordre du jour, par exemple s'il y avait un ordre du jour déjà établi, et que on va dire il peut y avoir deux cas de figure. C'est soit dans le tour d'ouverture, la personne, dans l'attente par rapport à ses attentes par rapport à la réunion, exprime le besoin de dénouer une tension. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, on la met à l'ordre du jour, tout simplement. Ça peut être aussi le facilitateur qui, pendant
je dirais, le processus d'intelligence collective sur l'élaboration de l'ordre du jour peut ressentir que quelqu'un a une tension, ou l'observer tout simplement entre deux membres, ou tout simplement un membre qui a quelque chose qui va pas. C'est à lui, entre guillemets, si la personne n'a pas exprimé directement, d'aller vérifier, de faire reformuler la personne. Est-ce que ça te pose un problème, ce que tu viens d'énoncer? Voilà, tout simplement, il tend la perche, et s'il y a une tension, en général, c'est vraiment très 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 conseillé de la dénouer tout de suite, de ne pas finalement de se dire bon on la traitera plus tard, là il y avait l'ordre du jour, on va s'y tenir. Non, l'important c'est le collectif, donc s'il y a une tension, on la règle tout de suite, sinon forcément l'intelligence collective va en pâtir pendant la réunion. En tout cas, c'est le principe. Donc c'est sûr que des fois il y a des décisions, c'est du jour pour le lendemain. Ok, s'il n'y a pas de notion de temps, prenez le temps de dénouer les tensions. Ça c'est un conseil en tout cas que la personne qui a élaboré le document sur lequel on s'est basé met en avant. En holacratie, c'est aussi mis très en avant, et aussi avec l'expérience qu'on a avec Rami, c'est aussi quelque chose qu'on sait être important, dénouer les tensions. Donc c'est soit les tensions s'expriment dans l'ordre dans le tour d'ouverture vis-à-vis des attentes de chacun, soit le facilitateur détecte qu'il y a quelque chose, soit même un participant, parce que si le facilitateur le voit pas, qu'un participant lui le soupçonne, peut faire une demande de parole et dire bon là j'ai l'impression qu'il y a une tension, est-ce qu'on peut confirmer? Oui, boum. Bon est-ce qu'on peut la traiter? Oui, hop, ok, on la traite. Donc grosso modo c'est simple, en tout cas là dans l'exemple c'est assez simple, on énonce toutes les tensions par un mot générique qui résume la tension grosso modo. Et ensuite, donc on fait le tour parce que des fois tu sors une tension puis ça t'en sort 10, donc à partir du moment où on sort une tension, on fait un tour de table pour savoir s'il y a d'autres tensions à exprimer, ou quitte à faire autant les traiter toutes d'un coup. Et après c'est simple, on les prend point par point, ça rentre dans l'ordre du jour, plus ou moins, c'est comme un ordre du jour finalement, et point par point, on prend chaque mot générique de la personne qui a exposé sa tension, elle explique son attente à l'animateur et au collectif, et l'ensemble se met en intelligence collective pour essayer de résoudre la tension. Le but c'est vraiment il y a une tension, il y a bien quelqu'un là dans la salle, ou peut-être 3-4 idées de 3-4 personnes qui vont faire qu'on va trouver comment régler la tension. C'est souvent le cas, il y a généralement pas de problème sans solution. Mais en tout cas, donc l'idée c'est voilà, tout le monde met un mot, ok, boum, et ensuite on traite mot par mot. Donc là, je ne vais pas trop s'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y aura une autre formation à l'holacratie qui, elle, donne une méthodologie qui sera peut-être plus sous forme d'anti-sèche, justement pour le facilitateur, pour savoir comment après concrètement on traite les tensions. Et vous allez voir que finalement ça s'inspire encore une fois beaucoup de la sociocratie. Mais en tout cas, même si on ne connaît pas l'holacratie, on peut très bien utiliser cette méthode, c'est-à-dire mot par mot, et après le collectif se met au service de l'attente de l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le facilitateur va pas essayer de résoudre la tension à lui tout seul, mais il va dire voilà, la tension vient d'être exprimée, on essaye de tirer le maximum d'informations de la personne qui exprime la tension, et après tout simplement est-ce que quelqu'un a une proposition pour essayer de résoudre la tension? Et puis si oui, s'il y en a une, dans ce cas-là, hop, on part dans le processus de consentement par rapport à une proposition qui peut éventuellement la faire améliorer. Et si on n'a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu assez d'informations issues de la part de la personne qui l'exprime, donc on revient et on essaie d'approfondir sa problématique. On peut passer au slide 12. Donc entre le slide 11 et le slide 12, c'est le traitement des points dans l'ordre du jour, tout simplement. Donc on a déjà on sait si c'est une proposition à élaborer, on sait donc dans ce cas-là c'est pareil. Il y a plusieurs méthodologies, il n'y a pas de règle dans l'idée. La première sociocratique qui peut venir à l'esprit, c'est est-ce que quelqu'un a une proposition pour élaborer la proposition, ou dans l'élaboration, est-ce que quelqu'un a une proposition pour démarrer le travail? Et oui, boum, on rentre dans le processus de prise de décision par rapport à cette proposition, où on peut dire voilà, 10 minutes de discussion libre, chacun s'exprime à droite à gauche, et puis on essaie de trouver un fil pour, toujours, ça faut que le facilitateur garde en tête, c'est peu importe ce qu'il utilisera comme méthode, ce qu'il faut qu'il ait, c'est un début de proposition. Même si la proposition n'est pas parfaite, c'est pas grave. Mais en tout cas, un début de proposition. Pas deux, un. On traite toujours proposition par proposition, jamais
3, 4, 5 en même temps. Ça, c'est pas possible. Une proposition. Le but, c'est de la faire émerger. Faire émerger un début de proposition. Dès qu'il y en a un, si on avait pris 10 minutes de discussion libre et qu'elle sort au bout de 5 minutes, on peut s'arrêter. C'est pas compliqué, ça sert à rien d'aller plus loin. L'intelligence collective fera le reste. Si c'est une décision à prendre, c'est-à-dire que la proposition est déjà élaborée, donc dans ce cas-là, on l'expose. Et pareil, processus de décision. Grosso modo, ça va toujours aller dans ce sens-là. Ou ça peut être les tensions qu'on a vues tout à l'heure, et donc finalement vous voyez qu'on revient toujours au même, on laisse la personne qui a le plus d'énergie exprimer pour pouvoir faire émerger une proposition, à partir de là, boum, on la traite. Et une fois qu'on a fait tous nos points de l'ordre du jour, en sociocratie, on appelle le dernier tour, le tour de clôture ou, comme s'exprime ici, la ronde de fermeture. C'est la même chose. Donc en fin de réunion, on consacre un temps également consacré à l'expression émotionnelle de chacun par rapport à la réunion passée. Et rien n'est figé, donc effectivement on peut faire un deuxième, un troisième tour, ça dépend des réunions, ça dépend des problématiques qui peuvent sortir. Nous jusqu'à présent on n'a fait qu'un tour de réunion. Et donc le tour de clôture, grosso modo, c'est encore une fois exprimer son ressenti. Et puis c'est la notion de feedback. Donc la notion de feedback, c'est ce qu'on disait souvent dans nos dernières réunions, c'est comment améliorer la réunion, tout simplement. Et donc là, encore une fois, c'est vraiment des moments importants pour l'auto-apprentissage, s'améliorer, affiner les processus, affiner les méthodologies, etc., etc. On peut même aussi voir survenir des tensions. Alors, il n'y a rien qui nous empêche de traiter la tension à la fin d'un tour de clôture, en éventuellement en élaborant plutôt une nouvelle règle, par exemple, ah ouais non, cette réunion c'était chiant, qui arrêtait pas de venir, nous couper, machin. Ok, si personne n'a d'objection, est-ce qu'on peut traiter la tension? Ouais, ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pourquoi pas mettre un petit mot devant la porte pour dire si vous arrivez pendant la réunion, asseyez-vous calmement, prenez le temps de prendre note du secrétariat et intervenez que quand vous vous sentez apte à rattraper le train d'intelligence collective, ou des règles de chat, etc. Ou ne pas venir, ou ne pas rentrer si on est en retard. Voilà, en tout cas une règle peut émerger, et à partir de là, les règles du jeu qu'on a vues au démarrage, hop, se modifient un peu, se bonifient un peu, avancent un peu, etc. C'est l'idée en tout cas de ce tour de clôture, que nous, on a à moitié fait, parce que nous, on avait souvent des règles de chat, et souvent ce qui était à la fin d'une réunion, on se le disait entre nous, on essayait de le prendre en compte, mais on ne les intégrait pas dans les règles du chat comme une règle supplémentaire. Là, la sociocratie va nous y inviter à pouvoir, si c'est pas que des paroles en l'air, il y a un tel qui exprime une tension, on va les foutre dans la règle du jeu. Ça, c'est le rôle du facilitateur en sociocratie. Et donc là, il y a un petit feedback, donc exemple de tour de clôture, comment ça s'est passé, exprimez vos émotions, et comment ça aurait pu mieux être, tout simplement, méthodologie d'amélioration. Et à partir de là, soit on le traite tout de suite, ou soit ça sera le rôle de l'animateur et le secrétaire d'élaborer une proposition pour régler cette tension. Par exemple, ce que je viens de dire, quelqu'un qui intervient, on n'est pas obligé si on avait dit qu'on finissait à minuit, on n'est pas obligé de traiter la tension tout de suite. Par contre, c'est au rôle de l'animateur et le secrétaire de le noter quelque part et d'élaborer une proposition issue de cette tension pour le prochain ordre du jour. Et comme ça, au prochain ordre du jour, on traite la tension, on trouve une règle qui correspond pour amoindrir la tension, et boum, on la fout dans la règle du jeu. Puis oui, alors il y a une petite remarque à la fin, effectivement, ça peut être aussi, pour le facilitateur, un moyen de mieux comprendre comment ça s'est passé, comment gérer le groupe, donc c'est aussi un feedback pour l'animateur. Et le but, c'est toujours de s'assurer qu'il n'y a pas de frustration, qu'il n'y a pas de tension latente, etc. Ok, on peut passer au slide 13. Sur Mumble, on peut être imaginatif. Moi, je me souviens d'un collectif à une époque, il y en a un qui mettait un petit son, l'autre qui mettait une petite blagounette, un truc, une interlude de film qui était bien placé, il y en a qui préparaient leur célébration à l'avance. Et ça foutait le sourire, c'était sympathique, ça mettait une bonne ambiance à la fin de la réunion. Et donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de méthodologie déterminée pour célébrer. Par contre, on invite vraiment les gens
exprimer leur bien-être, qu'ils sont contents d'avoir avancé tout simplement, et c'est souvent en tout cas conseillé. Et voilà, donc là on a vu, la tenue de réunion en sociocratie, vous avez vu, c'est pas compliqué, on a été assez vite, c'est assez rapide, et a priori, vu qu'on l'avait déjà fait tous plus ou moins entre nous, parce que le temps d'ouverture on en a déjà fait, le traitement de l'ordre du jour on en a déjà fait, le tour de clôture aussi, donc ok, maintenant on va passer au slide 15, qui est donc le début de la construction du projet commun. En intelligence collective, on l'appelle aussi le nous. Donc projet commun, c'est vraiment un vocabulaire d'entreprise, parce que sur l'entreprise, dire ouais on va faire le nous, les mecs ils comprennent pas. C'est pas compliqué, enfin, on va faire quoi? C'est quoi ton truc New Age là machin? Ils vont pas comprendre. Dans un collectif qui veut s'initier à l'intelligence collective, on appelle ça le nous. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui se sont posées sur cette notion d'intelligence collective, et il y en a un qui s'appelle Jean-François Noubel, qui a fait l'effort de faire pas mal de travaux sur le sujet, et d'ailleurs que je recommande vivement, parce qu'il définit notamment les 7 caractéristiques de l'intelligence collective, qui sont vraiment, je pense, pour celui qui va approfondir le sujet, intéressantes à lire. Et notamment cette notion du nous, c'est-à-dire qui nous sommes, tout simplement. D'ailleurs, il y a l'université du nous, qui est connue un peu dans le monde de la science collective. C'est pas par hasard que ça s'appelle l'université du nous, c'est que le nous, c'est vraiment, ça peut paraître bébête comme ça, mais c'est une notion d'intelligence collective, c'est qui nous sommes, ça répond à cette putain de question, qui nous sommes, dans le but de quoi? De s'incarner dans ce collectif, de pas vivre ce collectif à moitié, de vivre ce collectif à 100%, on s'incarne. Donc dans l'idéal, le nous pourrait presque répondre à une question philosophique, hein, si vraiment on veut chercher la perfection. Maintenant, de manière pragmatique, c'est en fonction de ce qu'a réuni le collectif. Et donc là, on a une série de questions qui sont, je dirais, les questions minimum qu'on puisse se poser en tant que collectif avant de pouvoir démarrer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'avant de lancer un collectif dans la nature, le collectif doit d'abord se définir. C'est un peu ce qu'on avait fait comme travail avec la charte, c'est-à-dire qu'on commence pas à se lancer dans des actions, on va faire ci, on va faire ça, avant de savoir qui on est. Est-ce qu'on est vraiment les actions que tu pensais vouloir faire là? Attends 2 secondes, respire, et vois si le collectif correspond plus ou moins dans la vision à ce que tu es en train d'exprimer. C'est très important dans une entreprise, mais c'est aussi très important dans une association, un collectif. C'est les bases. Quand on s'est fait former, notre formateur nous avait donné une série de 17, ou je crois même plus, 17 questions qu'on pourrait se poser. 17 questions dans un collectif, ça peut prendre du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Et malheureusement, les gens sont pressés, veulent tout de suite être dans l'action. Enfin, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Ça devait avoir une raison. Mais le fait est que voilà, très peu de collectifs vont se poser les 17 questions. Alors, par contre, ce qui est sûr, hein, c'est que s'ils se posaient les 17 questions qu'ils nous demandaient, il aurait affiné au maximum finalement la notion de qui il est. Hein, on dit souvent dans la vie, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Hein, c'est un peu la même vision des choses. Hein, c'est plus le collectif se connaît, plus il affine ce qu'il veut faire, mieux sa stratégie sera faite, mieux ses actions seront précises et pertinentes. C'est logique. Par contre, 17 questions, je connais pas beaucoup de collectifs qui ont la patience d'y arriver à le faire. Ça veut pas dire qu'elles iront plus vite, hein, parce que ça se trouve, ceux qui ont fait les 17 questions, ils ont peut-être mis 1 an, sauf qu'au bout d'1 an, la première action, ça va faire BAM! Ça va être super pertinent. Alors que l'autre, ils vont se poser 2-3 questions, et ils vont faire des actions, dans l'eau par-ci, dans l'eau par-là, ça avance pas, on comprend pas pourquoi. Il n'y a pas de secret, hein. Si tu comprends pas pourquoi, c'est que t'as pas écouté le début de ce qu'on t'a dit. Et malheureusement, par contre aussi, et ça c'est un fait aussi que j'ai souvent observé, c'est que quand un collectif se lance, c'est très dur de revenir en arrière. C'est comme s'ils avaient posé des rails en fer forgé ou en acier plutôt, et on peut plus les déloger quoi. C'est ah non on est parti maintenant c'est trop tard, ah bah non là on était déjà à la bourre, faut qu'on finisse, faut qu'on y aille, surtout dans l'entreprise, ah non faut y aller vite, et
bon bah à un moment c'est le mur, hein, puis c'est tout. Et puis donc c'est pas compliqué, hein, c'est soit collectif, boum, il rentre dans le mur et c'est terminé, il se dissout, ou soit l'entreprise fait un dépôt de bilan, c'est pas compliqué non plus, ou soit bon bah ils s'en sortent tant bien que mal, on va dire. Et puis il y a ceux qui prennent le temps et qui s'en sortent un peu mieux que les autres aussi. En tout cas, il y a un minimum qui est préconisé de question, c'est la vision idéale, vraiment idéale. C'est rêver, fermer les yeux, rêver. Où est-ce qu'on se voit Est-ce qu'on peut rêver un peu? Ah oui, j'allais passer une autre étape, où est-ce qu'on se voit, mais comment grosso modo, il y a un petit triangle qui se fait, c'est le long terme. Donc là, on essaye de voir une grande stabilité dans le long terme. Je dirais le moyen terme, où là, on va être plus basé sur le concret. Donc là, c'est pas forcément la vision idéale du long terme stable, mais c'est plutôt concrètement là, moyen terme, où est-ce qu'on peut arriver. Donc là, faut être pragmatique. Et à court terme, c'est comment finalement on va essayer d'arriver à ce concret. Donc c'est être capable de. Et d'ailleurs, le court terme évolue tout le temps, parce que le court terme d'aujourd'hui, c'est pas le même court terme que dans un mois. Donc le court terme évolue tout le temps. Mais d'ailleurs tout ça évolue tout le temps, parce que quand on arrive au moyen terme, boum, le moyen terme évolue aussi. Hein. Quand on a l'objectif de passer son bac, c'est pas quand tu arrives au bac, t'as forcément des objectifs derrière. Hein. C'est pas la fin de ta vie. Donc finalement tout ça évolue. Mais notamment le court terme. Donc là c'est s'adapter au contexte d'aujourd'hui, être pragmatique et se dire si à court terme on pense pouvoir faire ça, concrètement qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver. Et donc ça permet d'élaborer en tout cas de se poser, de commencer à schématiser comment on peut se poser la question de c'est quoi la vision idéale. Et donc là vraiment l'idée c'est d'aller rêver parce que c'est permis déjà, et puis aussi parce que ça permet à tout le monde d'exprimer vraiment le fin fond de son imagination, le fin fond de ses sentiments, de son projet, de son désir. Donc c'est vraiment très très important. Le mieux c'est presque de le faire hors contexte collectif, c'est-à-dire où est-ce qu'on se... Parce que finalement, comme on l'a vu plus tôt, hein, c'est pas quand tu arrives dans un collectif, t'as pas oublié ta vie privée. Et donc finalement, ce que tu veux faire dans un collectif, tu veux que ça soit une continuité avec ta vie privée. Et donc dans les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ils ont en tête d'avoir une entreprise qui a de l'intelligence sociale, donc c'est-à-dire qui prend en compte les salariés entre guillemets, l'écologie. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va pas détruire l'avenir de la planète, etc. Donc ça arrive, hein. C'est assez récent, mais ça arrive aussi dans le monde de l'entreprise. C'est qu'ils se projettent dans un monde idéal, et à partir de là, ils vont pouvoir essayer de voir comment leur entreprise va se placer dans ce monde idéal, comment l'entreprise va participer dans ce monde idéal. C'est un peu pareil dans un collectif. On y voit un monde idéal, à court terme, moyen terme, long terme. Comment ce collectif va s'introduire dans ce monde idéal. La mission, c'est souvent pour l'entreprise, mais ça peut vraiment très très bien se transposer aussi pour le collectif. C'est-à-dire en gros c'est les objectifs, hein. C'est les débuts des objectifs. Comment l'organisation va-t-elle participer, collaborer à construire ce monde idéal? Donc quelle mission? Donc là, un monde idéal par exemple, c'est ce que je disais, hein, c'est un monde propre où tout est en synthèse avec l'écosystème, la biodiversité et compagnie, que tout le monde est en harmonie, machin. Ok, notre mission, c'est que nous, qu'est-ce qu'on va faire dans notre collectif pour essayer de collaborer à construire ce monde idéal. Donc ça c'est ce qu'on appelle la mission. D'autres pourraient l'appeler les objectifs. Mais grosso modo, la mission ou objectif, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête quand on construit un collectif, au minimum, encore une fois. Les valeurs c'est important. Alors les valeurs, là je le répète encore une fois parce que souvent il y a mauvaise interprétation, c'est les valeurs essentielles sur lesquelles nos actes, nos attitudes et nos comportements pourront s'appuyer. C'est-à-dire qu'on cherche pas à se dire, à se définir comme étant les hommes idéaux ou les femmes idéales. Hein. C'est pas ça. C'est pas quelle est ta valeur en tant qu'individu. C'est plutôt quelle valeur tu veux avoir avec tes collègues, avec tes partenaires, avec ton collectif. Comment tu veux échanger avec eux. Comment trouver cette harmonie avec tes collègues, entre guillemets. Donc ça, c'est important. C'est pas les valeurs de qui tu es, c'est les valeurs qui sont essentielles entre nous. Ça, c'est important. Donc, je ne sais plus quelles sont nos valeurs.
mais je crois que certains, en tout cas, peuvent participer à ça. Et donc, en tout cas, l'idée, c'est voilà, c'est pas de montrer des valeurs en carte de visite aux autres. Ah, vous avez vu nos valeurs, c'est ça. Non, enfin, ça, c'est du pipeau, c'est du blabla, c'est du commercial. On n'est pas encore à ce niveau-là. Là, c'est vraiment pragmatique entre nous pour être efficace. Qu'est-ce qu'il nous faut comme valeur? La tolérance, l'écoute, le partage, la solidarité, etc. Ça peut être des valeurs qui aident un collectif. Voilà. Par contre, la liberté, l'amour, etc. Et encore l'amour entre membres aussi, ça peut aider, parce que on parle d'amour, ça peut être l'amitié, etc. Développer des relations amicales, apprendre à se connecter, ça peut faire partie aussi des choses qui aident un collectif. En tout cas, voilà, quelles sont nos valeurs, sur quoi ce collectif veut se baser pour travailler, c'est aussi très important. Les croyances, ou on peut l'appeler aussi parfois les convictions, parce que quand on dit croyance, des fois les gens, c'est quoi les croyances, on est dans une secte ou quoi. Voilà. Il y a des gens, des fois, ils sont bornés sur le vocabulaire, hein, c'est comme ça, et surtout ceux qui connaissent pas la science collective, ils se disent, bon, c'est ici, on parle de croyances, là. On va parler de convictions, déjà, ça fait un peu moins chez New Age, mais grosso modo, c'est en quoi on croit. Par exemple, nous, on croit que la révolution est possible. Enfin, l'évolution, c'est la révolution pacifique, la révolution pragmatique, la révolution qui fait changer les choses, qui fait avancer les choses. Bah, nous, on y croit. On croit que c'est possible. Et c'est ce qui nous donne notre énergie. Sinon, on serait pas là. Si on croit que c'est pas possible, bah, clairement, on va pas se lancer dans cette aventure. Ça sert à rien, on s'est pas compris dès le départ. Donc, ça peut être une entreprise qui se dit, bah, moi, je crois que le vélo électrique c'est l'avenir pour etc. Bon, même s'il a peut-être pas conscience que les batteries ça peut être un problème, mais en tout cas il peut y croire, hein. On n'est pas là pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On est là pour, de toute façon, en général, quand tu as une croyance, tu sais que c'est pour toi, tu sais pas que c'est pas vrai, mais en tout cas c'est pas l'idée, c'est d'y croire et d'être sûr qu'on y croit. Donc quelles sont nos convictions, et puis surtout de vérifier que tout le collectif a les mêmes convictions, hein. Encore une fois, si on n'est pas persuadé qu'on peut changer l'esprit d'un système, on s'est trompé d'endroit, on s'est trompé de collègue, ou alors faut qu'on travaille sur une autre croyance, mais pas celle-là. Ça c'est vraiment important. Parce que c'est vraiment le moteur, c'est vraiment et non seulement le moteur, mais ça va être aussi l'aimant, c'est-à-dire que nous on va démarrer une locomotive, s'il y a d'autres membres qui nous rejoignent, bah, il faut qu'ils aient aussi cette conviction, parce qu'on va pas se rattraper des mecs qui n'y croient pas, hein, parce qu'ils vont nous ralentir. Et c'est pas le but, vu qu'on veut s'incarner dans ce qu'on est. Et on n'a pas besoin d'être 40 000 pour s'incarner, par contre on a besoin d'être avec des personnes qui croient aussi comme nous que c'est possible. Donc ça c'est très important. Par contre un nouveau membre, lui, pourrait arriver et dire non moi j'y crois pas, et nous donner des raisons valables et argumentables qui vont nous faire changer d'avis. Et dans ce cas-là, éventuellement, on pourra évoluer, changer de croyance. Mais tant que personne n'arrive à nous faire changer d'avis, ça bouge pas. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on écrit là, une supraconstitution. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous gouverne. C'est modifiable, mais pas à n'importe quel prix. L'éthique, c'est qu'est-ce que je suis prêt à ne pas faire pour faire ce que j'ai à faire. Quels sont les engagements que je prends sur ce plan en lien avec mes croyances, avec mes valeurs. Grosso modo, l'éthique, c'est le début. Alors tout le monde ne le fait pas ça, nous on l'a pas fait précisément. Pourquoi? Parce qu'on a directement on s'est lancé sur un règlement intérieur. Et donc c'est voilà, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et sur quoi on s'engage, etc. Nous on peut le voir. En gros, c'est le début d'un règlement intérieur. Les orientations générales, économiques, sociopolitiques, environnementales, tout ça, bah c'est pas compliqué, ça va être le début de la stratégie. C'est-à-dire le début, on parlait d'une vision, on s'est donné une mission. Ok, bah maintenant qu'on a la vision et la mission, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, boum, on commence à poser la stratégie. Et donc au début, on la pose, je dirais, de manière assez haute, c'est-à-dire d'un point de vue macro, pour commencer à orienter à définir plus ou moins ce qu'on appelle une politique. Et donc tout ça, finalement, ça va être vraiment ce que nous on a vu à travers notre charte, ce que nous on a vu à travers notre règlement intérieur et ce qu'on va voir éventuellement à travers notre stratégie. Ça va être vraiment le chapeau qui nous définit. Nous, on est ça. On est comme ça. Et on veut ça. Point à la ligne. Si t'es nouveau que t'arrives, est-ce que ça te va? Oui, ça te va pas? Tant pis. Si t'as pas d'argument pour nous faire changer d'avis, bah ça veut dire que t'es pas fait pour être avec nous. On a beau être tous différents, tous unis, on n'avance pas tous ensemble, c'est pas vrai. En tout cas,
pas encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de croyances et de valeurs qui sont différentes, il faut être pragmatique, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, en intelligence collective, si tu veux être pertinent, il faut vraiment aller au fond de qui tu es, et déjà, en tant qu'individu, on voit qu'on a des différences entre nous, forcément en tant que dans un collectif et entre plusieurs collectifs, il y en a encore plus. Ok, donc on avait fini le slide 15. Il y avait les grandes questions. Et grosso modo, ces grandes questions-là, ça va amener à quoi? Ça va amener à définir ce qu'on voit au slide 16, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, encore une fois, c'est plus du jargon entreprise, une politique. Nous, on peut appeler ça une charte, on peut appeler ça un règlement intérieur, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais grosso modo, c'est le résultat de tout ce qui a été fait juste avant. Ça peut se voir comme une politique. Notamment aussi la construction d'un organigramme, c'est-à-dire que quand on va définir tout ça, à un moment on peut aussi définir comment on va fonctionner, donc ça peut être des organigrammes type entreprise, mais ça peut être aussi des organigrammes qu'on a vu dans les slides précédents, type intelligence collective, horizontale. Mais l'idée, en tout cas, c'est que ça soit écrit noir sur blanc. On va aussi définir, ça va aussi nous aider à définir les attitudes et les comportements, et les objectifs, ici objectifs SMART. Alors SMART, c'est une manière de définir des objectifs qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais l'idée c'est ça, c'est commencer à prévoir des objectifs. Entre guillemets, c'est ce que nous on va essayer de voir à travers la stratégie. Donc politique, attitude et objectif, vocabulaire entreprise. En intelligence collective, on utilise souvent la notion de cadre, de règlement intérieur et d'objectif ou stratégique en général. Donc là, c'est juste un petit rappel. Mais quand même, ce qu'on peut aussi noter à ce slide-là, c'est qu'on définit donc pour aller simple, pour faire simple, pour résumer donc la politique de l'ensemble du collectif, les attitudes et les comportements qu'on aime avoir dans le collectif, les objectifs du collectif. Mais quand on va avoir une équipe informatique elle-même, elle peut définir sa politique, c'est-à-dire son cadre de travail, quelles attitudes et comportements ils veulent avoir, les règles du jeu qu'elles veulent avoir, leurs objectifs, etc. Donc finalement, on reproduit le même schéma dans les cercles qui vont être créés. Dans ce Socratie, en tout cas, on part sur ce principe-là. En horizontalité, on le verra plus tard aussi, quelque part, dans le sens où il y a peut-être un peu moins de choses, il y a moins de questions en horizontalité, parce que l'horizontalité, c'est vraiment prendre l'essence finalement de l'intelligence collective de ces disciplines, ce qu'on retrouve un peu partout, qui sont justement censés être dans notre nature évidente, et en les définissant un peu moins de mots du type l'intention commune, la raison d'être, et les objectifs éventuellement. Et c'est pareil, l'idée c'est que dans le souci de l'optisme, c'est-à-dire de voir la capacité informationnelle de chaque équipe, qu'on puisse savoir c'est quoi l'intention de cette équipe-là, c'est quoi leur raison d'être, c'est quoi leurs objectifs assez rapidement, pour encore une fois pouvoir au mieux jouer avec les différentes structures qui composent le collectif. Voilà pour le slide 16 grosso modo. Et donc l'idée c'est comme l'idée du terrain de foot, slide 17, c'est chaque joueur, à partir du moment où il est sur le terrain en temps réel, un petit coup d'œil à gauche et à droite et ça y est, il sait quoi faire. Donc le projet d'une organisation permet à chaque personne et à chaque acte au sein de l'organisation de participer à la mission que s'est donnée l'organisation. Le projet d'une organisation donne la clarté et la cohérence nécessaires aux membres de l'organisation pour mettre toutes les énergies au service d'un même projet qui a du sens pour tous. Encore une fois, par exemple, si on était un collectif orienté sur la démocratie liquide, l'équipe informatique, plus ou moins, rien que dans la politique générale du collectif, serait qu'elle aurait pour mission, pourrait imaginer elle-même qu'elle aurait pour mission d'élaborer un logiciel type démocratique, on va dire un e-logiciel pour faire de l'e-démocratie. Donc quand la politique est vraiment bien définie, ça permet au cercle créé d'être autonome, c'est-à-dire vu que la politique est suffisamment claire, ils savent tout simplement où aller. Donc quand les règles du jeu sont bien définies, il n'y a plus besoin de quelqu'un pour expliquer les règles à tout le monde. S'il y a plusieurs équipes de foot qui pendant un tournoi se rencontrent, elles connaissent toutes les règles tout le temps, donc il n'y a pas de souci. On sait que le but du jeu c'est de gagner la coupe, etc.
Donc plus c'est bien défini, plus c'est clair, ben, plus il y a de l'autonomie finalement dans les cercles, parce que les cercles savent où le collectif s'oriente et donc intuitivement ils devinent quoi faire. En instituant la gouvernance sociocratique, on s'inspire d'elle, les membres de l'organisation adaptent perpétuellement tout d'abord les attitudes et les comportements à l'amélioration du processus de travail en fonction de l'environnement interne et surtout externe. De manière moins courante, les politiques sont modifiées aussi. Les orientations générales sont quant à elles révisées tous les 3 ou 5 ans pour vérifier qu'elles sont toujours bien d'actualité. Donc effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, nos croyances, on va pas nous les changer tous les 4 matins. Par contre, nos orientations, faudrait qu'il y ait un petit contrôle Z qui se fasse de la merci. Par contre, nos orientations, elles peuvent changer, tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est court terme, moyen terme, long terme, ça avance tout le temps, ça. Donc, ça évolue de manière permanente. Donc, il y a de grandes orientations qui, de manière générale, alors là, on a mis 3-5 ans, devraient pouvoir, voilà, à un moment on se pose et hop, on regarde est-ce qu'on sait toujours d'actualité ou pas. Mais en tout cas, tout est évolutif, hein. Alors à la fois, parce que effectivement, le monde qui nous entoure bouge aussi, bouge parfois très vite, donc il faut savoir s'adapter, et tout simplement parce que les membres évoluent, prennent en maturité, etc. Donc tout, de toute façon, tout ce qu'on va définir, même la politique, pourrait être amené à évoluer. Mais après, c'est juste qu'il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de supra-constitution, une constitution, puis des lois. Les lois peuvent être révisées assez fréquemment, je dirais, en fonction du besoin, de la tension présente. Hein. Comme je disais, à la fin d'une réunion, on voit que ça s'est mal passé, il y a une tension qui naît, pouf, on crée une règle. Donc c'est très rapide. La constitution, ça peut être justement dans orientation ou un cadre général, plus général que les règles du jeu. Ça, c'est un peu moins fréquent, et puis la supra-constitution, c'est-à-dire nos valeurs, nos convictions, etc. Ça bouge encore moins. C'est un peu ces notions-là qu'il faut avoir en tête, mais c'est aussi d'une évidence, quoi. Donc en tout cas, pour conclure sur ce projet commun, le nous, aussi bien dans une entreprise que dans un collectif, c'est donc forcément quelque chose d'essentiel à faire au tout début d'un collectif. D'où la difficulté qu'on a eue, entre guillemets, avec le mouvement quand on s'est rencontrés, c'est que lui avait déjà démarré et initié par d'autres, donc avec un autre nous finalement que nous, et ces mêmes personnes ont quitté le navire, et donc ils nous ont laissé avec un nous qui n'était pas nous, qui n'était pas forcément très bien défini, et donc on l'a pris en route tant bien que mal, d'où notre difficulté peut-être à faire notre charte, parce que c'est à la fois elle prenait le passif et à la fois elle s'orientait vers l'avenir, à la fois elle prenait en compte le présent, et donc c'était pas évident. D'où les problématiques aussi qu'on a eues, et d'où d'ailleurs les fameuses scissions que certaines personnes ont vues, alors que moi je n'y voyais pas de scission puisque je n'avais pas vu d'union. Mais en tout cas, voilà, des tensions qui peuvent naître si c'est pas pris dès le départ. Ça se fait pas à la fin, ça se fait pas au bout de 2-3 ans, vous voyez ce que je veux dire. Non, ça c'est en intelligence collective, on fait ça au début. Et comme dans une entreprise, hein, même s'ils le font pas forcément en intelligence collective, quand tu lances une entreprise, t'as clairement un projet. Pour aller voir le banquier, tu définis un projet, tu fais un bilan, etc. C'est un peu pareil. Avant de se lancer dans une aventure, on essaye de bien définir là où on veut aller, et surtout dans un collectif, là où on veut aller ensemble. Donc ça c'est très important, d'où l'intérêt du nous, de la construction de la charte qu'on a fait, et d'où aussi le fait que suite à ces formations, on va reprendre finalement ce nous, plus avec le récupérer parce qu'on l'a déjà fait, et puis essayer de voir si ça correspond toujours à ce qu'on est, essayer de voir si avec ce qu'on a appris pendant les formations, est-ce qu'on se voit réviser un peu la structure de la charte, certaines questions qu'on ne s'est pas posées, qu'on voudrait se poser, etc. Ça reste ouvert. Mais en tout cas, l'idée, c'est même si on l'a déjà fait, de repartir sur des bonnes bases. Et donc là, à la suite, c'est slide 19, c'est le processus de prise de décision sociocratique. Donc là, je vous ai déjà fait, je vais pas vous détailler, parce que j'ai trouvé que finalement le schéma que j'ai retrouvé, qui date d'ailleurs, c'est le schéma qu'on m'a filé à ma formation, que j'ai scanné, qui peut servir d'anti-sèche directement, je pense, au début. Qui est souvent d'ailleurs bâclé à tort. Encore une fois, je le dis à tort.
que d'aller vite va vraiment de manière effective faire en sorte qu'on avance plus vite, c'est pas forcément toujours le cas. J'en suis convaincu et de par mes années d'expérience à utiliser ça et d'observation de personnes qui bâclent ces choses-là, je vois très bien que bâcler c'est pas du travail bien fait, qu'on le paye toujours un jour. Quand la proposition arrive en sociocratie, on va utiliser le processus de prise de décision sociocratique. Donc la proposition arrive, elle est déjà élaborée, on se pose pas la tête, elle a déjà été travaillée, elle arrive ou alors elle vient de se créer dans le collectif, peu importe, la proposition émerge, boum, on la traite. Donc première des choses, clarification. Un tour de clarification. Je crois que je l'avais dit dans la slide d'avant. Au début, il est nécessaire, voire indispensable, de donner la parole à tout le monde dans un cercle. Et donc, tour de clarification, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est clair, Greg? Est-ce que c'est clair, Franck? Est-ce que c'est clair, Doumé? Est-ce que c'est clair, Julien? Est-ce que c'est clair, Manu, Mathias et Athanor? Au bout de 2-3 fois, vous dites, j'ai plus besoin, le facilitateur n'a plus besoin de dire est-ce que c'est clair, Karine, Franck, etc. On va faire un tour de clarification. Karine, tu commences, ouais, c'est clair. Moi, je prends la parole, je fais, ouais, c'est clair. Ouais, boum, 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 tout le monde parle, quoi, c'est quand il doit passer, etc. On est dans un cercle, donc ça tourne. On se pose pas de questions, ça va très vite. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Boum, 5-6 fois, en 7 secondes, c'est fait. Si, forcément, je dois poser la question à chacun, est-ce que c'est clair? Bon, bah là, on prend pas 7 secondes, mais on en prend 30. C'est lourd. Quand tout le monde connaît le processus là sous les yeux, c'est ce qui est demandé, ça roule. Et donc on recueille les objections quand il y en a. On les recueille toutes et on les traite toutes une par une. Mais c'est important avant de toutes les recueillir avant, comme finalement le principe des réactions, c'est-à-dire on écoute toutes les réactions de tout le monde pour pouvoir faire le meilleur amendement possible. Là pareil, on écoute toutes les objections pour voir s'il n'y en a pas deux qui peuvent s'unir, etc. Et une fois qu'on a recueilli les objections, un peu comme le principe de l'amendement, on va essayer de bonifier la proposition avec les objections. Donc si quelqu'un dit oui, mais sous telle condition, on peut éventuellement introduire la condition dans la proposition. S'il dit non parce que, là il va falloir trouver comment amender la proposition pour répondre à ce parce que. Une fois que ça c'est fait, on revient sur le tour d'objection. Donc, est-ce qu'il y a personne qui a une objection? Si plus personne n'a d'objection, boum, la décision est prise. S'il y a encore des objections, pareil, on les recueille une par une et on les bonifie, oui mais, ou non parce que, etc. Et donc, encore une fois, est-ce que quelqu'un sait comment bonifier la proposition en fonction de l'objection qui a été émise? Si oui, un tiers collectif se met au travail et boum, on améliore la proposition pour qu'il n'y ait plus d'objection. Par contre là, encore une fois, on est dans le 4, 5, 6, on n'est pas là en train de traiter des préférences et des goûts d'un tel ou d'un tel. Il y a un exemple que Rémi donne souvent, je sais pas si je vais devoir être capable de le ressortir, mais il me paraît pertinent. Il y a 3 personnes qui veulent aller manger une glace. Il y en a un qui aime le chocolat, l'autre la vanille, et il y en a un, il aime la fraise, mais lui par contre il est allergique au chocolat. Donc clairement, chacun va exprimer ses préférences, on aura chocolat, vanille, fraise. Par contre, si la proposition c'est fraise, chocolat, pardon, là il va y avoir une objection concrète, il va dire non, moi je peux pas prendre de chocolat parce que je suis allergique. Il y a un non parce que qu'exprimer logique argumentée. Donc là, le collectif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement changer de goût. Parce que ça ne bloque, parce qu'on n'est pas dans la préférence et ça ne bloque pas le collectif. Ça ne bloque pas un individu collectif. Le collectif fonctionne tous ensemble. Donc s'il y a une objection sur un individu, elle doit être prise en compte. Donc on n'est pas dans la préférence, on est dans le collectif. Je sais pas si cet exemple vous a aidé à comprendre les choses, mais en tout cas moi je sais que parfois il m'a aidé à comprendre les choses. Et donc là on a tout simplement décidé enfin de la proposition. Donc la promulgation dont on parlait tout à l'heure, c'est pas compliqué. C'est maintenant que la proposition a été formulée, triturée et enfin on trouve un consentement, et on la rédige. Ça paraît bête et méchant, ça paraît tout con. Ben, croyez-moi, il y a un paquet d'objections que j'ai vu passer, enfin de propositions que j'ai vu passer, personne l'a écrite. Personne l'a écrite. On s'est tous entendu, on l'a pas écrit, mais la semaine d'après, c'était le téléphone arabe, la proposition, je t'explique même pas.
Donc on la rédige, important. Le secrétariat, ça c'est méga important. Ensuite, on approuve ce qui a été rédigé, hein, parce que des fois, entre ce qui a été dit et ce qui était écrit, on s'aperçoit que, ah putain, il y a une différence. Non, on a bien, vous êtes tous d'accord là, ce qu'on a écrit, c'est bien ça? Ouais? Ok, ça s'est bien passé le processus, ça c'est l'étape 9. Ouais, ok, ou non, ça s'est mal passé, un peu comme dans le tour de clôture, comment on pourrait améliorer? Méthodologie, il y a peut-être des idées qui vont arriver pour que cet organigramme, enfin ce diagramme-là, puisse être amélioré, peut-être plus détaillé ou peut-être allégé. Ça sera à chacun et au collectif et à chaque cercle, je dirais, de définir ses règles du jeu en partant de ce truc-là. Mais déjà, sociocratie, c'est-à-dire que tu utilises ce schéma et au fur et à mesure, tu l'évalues, tu évalues ton collectif par rapport à ce schéma et tu l'améliores. Euh, voilà. Bon, de manière générale, là vous voyez 9 étapes, vous dites putain c'est long, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si tout le monde est rodé, pas de clarification, pas de clarification, pas de clarification, ça met 7 secondes, mais au moins on est sûr que c'est clair pour tout le monde et on perd pas 10 minutes à parler de trucs, en fait on parle pas de la même chose. Pareil sur le processus d'évaluation à la fin, par exemple, hein, c'est bah non, hop, ça s'est bien passé, ouais, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, boum, on a passé 10 secondes, mais on est sûr que personne ne reste frustré sur le processus et donc on gagne du temps. Pourquoi? Parce que on n'a pas gêné, on n'a pas loupé une tension, voilà, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour la sociocratie, messieurs, dames.